Les frontières. Souvent, on s'imagine que c'est juste une ligne sur une carte. Pas vrai. Mais aujourd'hui, est-ce que ce sont plutôt des murs ou alors des ponts? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble en se plongeant dans les territoires transfrontaliers français. C'est un sujet absolument central du programme de Terminal et vous allez voir, il nous dit énormément de choses sur le monde dans lequel on vit. Quand on pense aux frontières de la France, on cite spontanément l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique. Mais si je vous demande le nombre total de pays avec qui on partage une frontière terrestre, combien? Eh bien, tenez-vous bien, il y en a 11. Ce chiffre, il inclut évidemment nos territoires d'outre-mer, ce qui nous rend voisins du Brésil ou du Suriname. Ça montre tout de suite l'ampleur du sujet. La France est un véritable carrefour mondial. Et voilà la question qui va être le fil rouge de toute notre analyse. Pendant des siècles, une frontière, c'était simple. C'était un mur, une séparation nette. Mais aujourd'hui, avec la construction européenne, la mondialisation, est-ce que la situation a vraiment changé? Est-ce que ces frontières sont devenues des ponts, des lieux d'échange? Ou au contraire, est-ce qu'on assiste au contraire à un grand retour des barrières? Pour répondre à ça, on va suivre un plan logique, une vraie démonstration. D'abord, on va voir comment les frontières sont devenues des espaces d'échange. Ensuite, on fera le grand écart en étudiant deux cas complètement opposés, un modèle d'intégration quasi parfait et une zone de fracture très dure. Puis on verra que, même quand c'est tendu, la coopération reste possible. Et bien sûr, on terminera avec des conseils méthodes pour le bac. Allez, on y va. Première partie donc, est-ce que nos frontières sont vraiment devenues des interfaces ouvertes? L'idée qu'il faut avoir en tête ici, c'est que la construction européenne a complètement rebattu les cartes. On est passé d'une logique de séparation à une logique de connexion. Les frontières deviennent ce que les géographes appellent des interfaces. C'est un mot un peu technique, mais ça veut simplement dire une zone de contact, de frottement et d'échange. Cette petite chronologie, elle raconte très bien l'histoire. 1995, Schengen, c'est la révolution, la libre circulation. On peut passer d'un pays à l'autre sans même sortir son passeport. En 2007, le traité de Lisbonne va encore plus loin, il cherche à gommer les inégalités entre les territoires. Mais attention, rien n'est jamais acquis. Depuis 2015 et la menace terroriste, les contrôles sont revenus, nous rappelant que la frontière peut se refermer très vite. Cette citation du grand géographe Michel Fouché résume l'idée à la perfection. Ce qu'il nous dit en gros, c'est que pour des millions d'Européens, la disparition des contrôles aux frontières, c'est peut-être le bénéfice le plus concret, le plus visible de l'Union européenne. C'est la fin des heures d'attente à la douane et le début d'un vrai quotidien transfrontalier. Et s'il y a bien un exemple qui incarne cette Europe en action, c'est ce qu'on appelle la Grande Région. C'est un espace à cheval sur la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg. Un vrai laboratoire de l'Europe du quotidien. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche? Quel est le moteur de tout ça? La réponse, en fait, elle est dans ces chiffres. Le moteur, c'est le différentiel économique. Regardez l'écart de revenus et de chômage, c'est juste énorme entre le Luxembourg et ses voisins français ou belges. C'est exactement ça, une discontinuité en géographie, une rupture brutale de part et d'autre de la frontière. Et forcément, cette différence de richesse crée un appel d'air. Et la conséquence directe de ça, elle est là. Des flux de travailleurs frontaliers quotidiens absolument gigantesques. On parle de près de 100 000 personnes qui vivent en France mais vont travailler tous les jours au Luxembourg. C'est ce qu'on appelle les mobilités pendulaires et c'est le ciment de ce territoire. Le Luxembourg agit comme un pôle économique qui aspire et qui structure tout l'espace autour de lui. Et cette intégration, ce n'est pas juste quelque chose qui arrive par hasard, Elle est organisée, voulue. Les projets de coopération se multiplient et effacent la frontière dans le quotidien. Imaginez un tram qui traverse le Rhin, un parc public qui est à la fois en France et en Allemagne, des pompiers français et allemands qui s'entraînent ensemble. La frontière n'est plus une ligne, c'est un vrai bassin de vie partagé. Bon, on vient de voir un tableau presque idyllique. Mais la grande question c'est, est-ce que toutes les frontières françaises ressemblent à ça? La réponse, vous vous en doutez, est un grand non. Loin de là. On change radicalement de décor et de contexte pour aller voir des frontières qui sont de véritables fractures mondiales. Ce tableau, il est parfait pour ça. Il met bien le doigt sur l'opposition. D'un côté, on a une frontière interne à l'Union européenne, ouverte, dans un espace riche et intégré. De l'autre, on a une frontière nord-sud, qui sépare la France, et donc l'UE, de pays beaucoup plus pauvres. Et là, la logique s'inverse. La frontière redevient une barrière, une ligne de fracture. Prenons le cas du Maroni, ce fleuve qui sépare la Guyane française du Suriname. Pour les populations locales qui vivent souvent des deux côtés, le fleuve c'est la vie, c'est ce qui les relie. Mais en même temps, d'un point de vue géopolitique, c'est une frontière de l'Europe, traversée par toutes sortes de trafics, notamment l'orpaillage illégal, et marquée par de très fortes inégalités de développement. Autre exemple, peut-être encore plus frappant, Mayotte. Et ce chiffre, il parle de lui-même. Environ 20 000. C'est le nombre de migrants expulsés chaque année. Pourquoi une telle pression? C'est simple. Mayotte est un département français, avec un niveau de vie, des aides sociales, un hôpital bien supérieur à ceux de son voisin, les Comores, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde.
Ici, la frontière n'est plus une interface, c'est un front, contrôlé, militarisé. Alors, face à cette réalité super complexe, on fait quoi? La solution, bien souvent, passe par la coopération. Et attention, il ne faut pas avoir les choses en noir et blanc. La coopération d'un côté, la fermeture de l'autre. C'est plus subtil que ça. La coopération est souvent une nécessité, même quand les contextes sont très tendus. Et pour encourager cette coopération, l'Union européenne a un outil principal. Retenez bien ce nom, le programme Interreg. Avec un budget de plusieurs milliards d'euros, il sert à financer des projets très concrets qui visent à réduire les discontinuités aux frontières. Un hôpital commun, une ligne de bus transfrontalière, un parc naturel partagé, c'est la politique de cohésion territoriale de l'UE en action. Et le point qui est vraiment crucial à comprendre, c'est que cette coopération n'est pas réservée aux frontières paisibles de l'Europe. Le long du Maroni, par exemple, malgré les tensions et les trafics, la France et le Suriname sont bien obligés de collaborer pour gérer des problèmes qu'ils ont en commun, comme la pollution des eaux liée à leur paillage. La coopération devient alors un outil pour gérer les conflits. Bien, on passe maintenant à la partie qui vous intéresse peut-être le plus. Comment on utilise tout ça dans une copie du bac? Comment on transforme ces connaissances en points? C'est simple, il y a des étapes à respecter et des notions clés à maîtriser. Voyons ça ensemble. Pour l'étude de documents, c'est comme une recette de cuisine. Il y a des étapes à suivre et on ne saute aucune étape. D'abord, étape 1, on prélève l'information brute du document. Étape 2, on interprète. On se demande donc qu'est-ce que ça veut dire. Étape 3, et c'est la plus importante, on confronte cette info à ses connaissances de cours pour lui donner du sens, de la profondeur. Et enfin, étape 4, on porte un regard critique. On montre les limites, les non-dits du document. Donc, si on devait faire une fiche de révision express, voilà ce qu'il faut absolument retenir. Maîtriser ces quelques concepts clés comme les RUP, les régions ultrapériphériques de l'UE, et ces exemples précis. Et s'il vous plaît, le piège absolu à éviter, le truc qui vous coûtera des points à coup sûr, c'est la généralisation. Ne dites jamais « les frontières françaises sont ouvertes » ou « les frontières sont fermées ». La clé du succès, c'est de montrer que ça dépend des territoires, que c'est différencié. C'est ça une analyse nuancée. On termine avec cette question, pour ouvrir la réflexion. Parce que finalement, ces histoires de frontières, elles sont le miroir des grandes tensions de notre monde. Entre la montée des nationalismes, la crise climatique qui va pousser des millions de personnes à bouger, les pandémies, la tentation de se refermer sur soi est de plus en plus forte. L'avenir des frontières, ouvertes ou fermées, c'est l'un des plus grands enjeux pour votre génération. Et j'espère que cette analyse vous aura donné quelques clés pour y réfléchir.